Paris est allemand. Au printemps 1944, l'étendard à croix gammée souille la ville lumière depuis bientôt 4 longues années. Uniforme vert de gris, lettres gothiques sur les panneaux, fanfares militaires. Les rues de la capitale vivent à l'heure de la Wehrmacht. Pourtant, Paris n'est plus la villégiature du début de la guerre, le bordel de l'armée allemande, le repos du guerrier des soldats d'Hitler. Quelques hivers plus tard, le climat a changé. Les officiers sont sur le qui-vive et les lieux de plaisir sont protégés. Il n'empêche, quand ils reviennent de l'enfer du front russe, Paris reste le lieu de permission préféré des Feldgrau. Des côtes de la Manche aux rives de la Méditerranée, de Dunkerque à Biarritz, plus d'1,5 million de soldats allemands quadrillent la France. Ils pillent un pays qui est la vache à lait du Reich, surveillent, répriment, déportent, assassinent. Pour faire régner l'ordre brun, les occupants ont trouvé des auxiliaires zélés. Le 24 avril 1944, Philippe Pétain, né au milieu du 19e siècle, fête ses 88 ans. À Vichy, le menu d'anniversaire affiche Colin Princesse, filet de bœuf financière, poulard de Mireille, bombe Coppélien. Dénué de tout pouvoir, ne jouissant que quelques heures par jour de ses facultés, le maréchal est depuis longtemps une marionnette dans les mains allemandes. Derrière lui, la réalité du pouvoir s'incarne dans un homme, Darnan. Aux côtés du chef du gouvernement Pierre Laval, qui intrigue en tous sens, Joseph Darnan a été nommé en janvier 1944 avec l'appui des Allemands, secrétaire général au maintien de l'ordre. 6 mois auparavant, il avait prêté serment de fidélité au Führer pour entrer dans la Waffen-SS. C'est cet homme qui est la haute main sur les gendarmes et les forces de police de l'État français. Miliciens, à genoux! Outre ses fonctions officielles, Darnan est le chef de la milice. Miliciens, à vous! Créée en janvier 1943, la milice française est une sorte de garde prétorienne, une troupe de choc, dirigée par un noyau provenant de la droite extrême qui a baroudé contre la République dans l'entre-deux-guerres. Nous préférons, quant à nous, mourir que de subir le triomphe d'Israël. À l'image de leur chef, les miliciens que les Allemands autorisent à parader sur les Champs-Élysées professent une xénophobie et un antisémitisme virulent. Ils veulent combattre la pègre juive, comme le prescrit le point 21 du serment de la milice. Je suis heureux de savoir que grâce à la milice, j'ai des troupes fidèles un peu partout en France, déclare le maréchal, dans un éclair de lucidité. La milice détient le véritable pouvoir, commet des crimes abominables, pourchasse les résistants. Les miliciens sont lancés systématiquement contre les maquis. En mars 1944, ils épaulent les troupes allemandes dans l'assaut du maquis des Glières. Au printemps 1944, Vichy est devenu un État milicien, dont Darnan porte le glaive et dont Henriot est le chantre. Philippe Henriot, qui porte lui aussi l'uniforme de la milice, est secrétaire d'État à l'information. 2 fois par jour, il vitupère à la radio les anglo-saxons et les résistants. « Écoutez bien Henriot, il a ma confiance », dit encore Pétain. Une petite minorité de Français a choisi l'Allemagne nazie, dont ils souhaitent la victoire. Ces chefs, comme Doriot qui a combattu sur le front russe, entraînent quelques milliers de fanatiques prêts à servir sous l'uniforme allemand. Rassemblés en meeting, ces nazis français, quelques semaines avant le débarquement, s'engagent dans la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, ou encore dans la Waffen-SS.
Je suis en ce moment sur le quai de la gare de l'Est. Un très important contingent de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme passe pour le front de l'Est et, coïncidence émouvante, dans ce même train passe un contingent de Waffen-SS français. C'est ainsi un double symbole de la participation de la France au combat européen. Nous sommes sur le quai, parmi la foule, devant les wagons couverts d'inscriptions. Je vois « Vive la France, vive l'Europe, mort aux Juifs, vive la LVF, vive les SS ». Tous sont penchés aux fenêtres, des jeunes filles distribuent des bouquets de fleurs. C'est toujours le salioupin, c'est Lioupin, c'est Lioupin, c'est toujours le salioupin. Marqués, parqués, déportés, les Juifs continuent d'alimenter la verve des chansonniers de Radio Paris. Qui donc ignore la patrie, qui s'installe par le monde, aventurier du hasard, qui donc est un être immonde, vous répondez sans Les miliciens retard, et la police de Vichy avec un zèle immuable pourchassent et raflent les Juifs. Parmi tant d'autres, en mai 1944, les enfants d'Isieux, dont 3 seulement reviendront. Entre janvier et mai, les trains de la mort emmènent 10 000 Juifs de Drancy à Auschwitz. À cette date, dans les cercles dirigeants de la collaboration d'État, nul n'ignore ce qui les attend au bout de ce grand voyage. Les Français, au printemps 1944, montrent une lassitude extrême. Physiquement, la population est à bout. Pour beaucoup, la préoccupation majeure, le souci lancinant, reste le ravitaillement. Paris a froid. Paris a faim. Paris a mis de vieux vêtements de vieille. Paris dort tout debout. Ces vers qui clament la souffrance de Paris, le poète Paul Éluard les enregistre clandestinement dans les studios de la radio. Le système D comme débrouille, et le marché noir permettent aux plus fortunés d'améliorer l'ordinaire. Mais le petit peuple citadin souffre terriblement. La queue devant les magasins, dans l'attente de l'arrivée hypothétique de marchandises, devient un phénomène, presque un mode de vie. Cette disette a une cause. Les produits alimentaires, le blé, les fruits et les légumes sont réquisitionnés par l'occupant. Les 2/3 de la viande partent pour l'Allemagne. Le Reich pompe toute la richesse produite. La France de Pétain travaille à fond pour la machine de guerre de Hitler. Camions, locomotives, ports sont mis à la disposition de la Wehrmacht. 4000 usines employant 1 million de travailleurs français livrent directement leur production à l'Allemagne. La majorité du trafic marchandises de la SNCF s'effectue au bénéfice du Reich, qui détourne les sources d'énergie à son propre usage. Pour les Français, le charbon manque. Dans les villes, le gaz est coupé 12 heures par jour. Près de 40 stations de métro sont fermées et les rames se font de plus en plus rares, faute d'électricité. Les lieux publics, les salles de spectacle manquent d'éclairage. On ouvre les toits. Grâce à un système de réflecteurs qui capte la lumière du jour, le théâtre La Bruyère maintient les représentations de Don Juan. Et le Casino de Paris poursuit « Pour toi Paris », la plus belle des revues du monde, affirme la publicité. Au Tabarin, au Moulin Rouge, on fait ça le comble. Sur les estrades, Trenet, Piaf, Fernandel tentent de faire oublier la noirceur des temps. Moi j'ai ça. En ces temps d'angoisse, les spectacles et les cinémas constituent un refuge où l'on trouve un peu de chaleur humaine. De plus en plus souvent, les séances sont interrompues par les sirènes. Les raids américains effectués à haute altitude sont massifs à partir de mars.
Les aérodromes, puis les gares et les quartiers environnants sont noyés sous des bombes qui provoquent la mort de milliers de personnes. Rien qu'à Paris, 4 bombardements en mars et avril font 1100 morts. En mai, 1284 bombardements frappent le sol français, en particulier les 26 et 27 mai, où les 10 plus grandes villes françaises sont touchées. 1000 morts à Lyon, 1500 à Marseille. Même les Français anti-allemands s'indignent de ces bombardements qui coûtent la vie à de nombreux civils. L'imprécision des attaques provoque parfois la colère des résistants eux-mêmes, qui parlent, comme à Orléans, le 26 mai, de travail d'ivrogne. Les ruines provoquées par les bombes anglo-américaines, les milliers de morts sont exploités par la propagande de Vichy. Dans la dénonciation des bombardements, Henriot excelle. Ainsi, chacun de nous se trouve touché dans ses amitiés ou sa famille. La dispersion et la multiplicité des attaques auxquelles nous soumettent des ennemis, qui ajoutent l'hypocrisie à l'assassinat et le cynisme à la cruauté, feront bientôt sans doute que chacune de nos familles comptera un ou plusieurs morts à mettre au compte de ceux qui s'obstinent à se prétendre sarcastiquement nos alliés, dans le temps même où ils sont en train de dévaster au hasard notre pays. Tout leur est bon, et le Sacré-Cœur de Montmartre devient objectif militaire, au même titre que la cathédrale de Rouen. C'est pour saluer les Parisiens éprouvés par les bombardements que Pétain, 2 jours après avoir fêté ses 88 ans, revient pour la première fois depuis 1940 dans la capitale. Le 26 avril 1944, ils sont 10 000 à l'acclamer place de l'Hôtel de Ville. Je viens vous faire une visite. Je ne peux pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible, vous êtes trop nombreux. Je pense à vous beaucoup. Mais soyez sûrs que dès que je le pourrai, je viendrai. Et alors ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ses chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Au micro de la BBC, une équipe de journalistes et de chansonniers exalte la résistance, qui au printemps 44 gagne en audience. Une centaine de journaux nationaux, comme Combat, Franc-Tireur, Libération, atteint une diffusion de plus de 2 millions d'exemplaires. Les résistants actifs sont entourés de la couronne protectrice de milliers de sympathisants, y compris dans les rangs de l'administration vichysoise, où l'on observe bien des retournements de veste. Outre la propagande par tracts et journaux, les résistants recueillent des renseignements sur le dispositif de l'occupant, effectuent des coups de main, exécutent des collaborateurs. La répression menée par la Gestapo et la milice est impitoyable. Des réseaux entiers sont moissonnés, les combattants de l'ombre sont torturés, assassinés. L'espérance de vie pour un résistant ne fut jamais aussi courte qu'au premier semestre 1944. Le sacrifice du matin de jeunes gens héroïques ne doit pas pourtant entretenir la mythologie d'une France tout entière résistante, dressée contre l'occupant et Vichy. Au printemps 44, une infime minorité, peut-être 2% de la population active, est engagée dans la résistance. À la veille du débarquement, la majorité des Français reste hostile à la résistance armée qui effraie. Les Français souhaitent être libérés, mais ne sont pas prêts à s'engager. Ils forment un marais attentiste et inquiet qui regarde s'affronter 100 000 collaborateurs et 100 000 résistants. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le chant des partisans, entonné par Anna Marley, pour la première fois sur les ondes de la BBC le 9 février 1944,
va devenir l'hymne de ceux qui se battent, luttent et meurent. La mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Depuis l'instauration du STO en février 1943, les réfractaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre les maquis. En Bretagne, en Savoie, dans le sud-ouest, le Midi, un peu partout, des hommes jeunes, cachés dans les bois, vivent dans des conditions précaires. Les francs-tireurs se ravitaillent par la réquisition. Dans le Limousin, Georges Guingouin, clandestin depuis 4 ans, signe ses bons de réquisition, le préfet du maquis. À la tête de ces hommes, il participe à des coups de main pour se procurer des explosifs. La résistance entretient l'insécurité par le sabotage des voies ferrées. Ici, non. Les Français parlent aux Français. Les chemins de fer sont vitaux pour le Reich. Tout retard d'1 minute sur les chemins de fer ralentit l'effort de guerre des nazis. Ceux qui désorganisent les trains désorganisent l'Allemagne. Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer. La pénurie d'armes lourdes handicape l'action militaire. Les maquis sont mal fournis et les parachutages parcimonieux effectués par Londres ne permettent pas d'équiper chaque combattant. À l'extérieur, la France libre est devenue la France combattante. Et cette France, depuis 40, a une voix qui, de Londres, appelle sans cesse à résister. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Les Français libres ne consentent pas à ce que, sous prétexte d'ordre européen, leur pays serve à l'ennemi de base de départ pour attaquer d'autres peuples qui luttent pour le même idéal. Sous l'égide de De Gaulle, qui a éliminé son rival Giraud, s'est créé en juin 1943 un comité français de libération nationale, CFLN, où se retrouvent les grandes figures de la résistance, comme Freinet, Dacier de la Vigerie, Mendès France. Une assemblée consultative rassemble à Alger les forces de la résistance intérieure et de la France libre. De Gaulle commence les préparatifs pour substituer à l'administration vichiste les bases de l'État républicain. Depuis janvier, le CFLN a désigné 18 commissaires de la République, choisis par Michel Debré, pour prendre en main l'administration des territoires libérés. Au printemps 1944, De Gaulle a réussi à fédérer derrière lui l'ensemble des forces de la résistance. Ce rassemblement derrière l'homme du 18 juin, indispensable pour faire entendre la voix de la France libre, n'a pas suffi à De Gaulle pour être reconnu par les Alliés comme le représentant légitime du peuple français. Le président américain, en effet, juge De Gaulle dangereux, incontrôlable, déloyal, ambitieux. Au printemps 1944, le principal conseiller politique de Roosevelt, l'amiral Leahy, continue de penser que le seul homme qui peut réconcilier les Français est le maréchal Pétain. En bon démocrate, Roosevelt veut que lorsqu'ils seront libérés, les Français s'expriment sur le gouvernement qu'ils souhaitent. En attendant, il envisage de faire administrer la France par l'AMGOT, Administration militaire des territoires occupés. Les Américains nommeront les fonctionnaires et font déjà imprimer leur propre monnaie. De Gaulle, évidemment, n'accepte pas cette soumission. « Je suis trop pauvre pour me courber », confie-t-il à Churchill. Il tempête, proteste, fait valoir que déjà en Italie, 200 000 Français combattent avec les Alliés, sous les ordres du général Juin. En mai, De Gaulle se rend sur le front italien. Depuis le
débarquement en Sicile, les forces alliées piétinent le long de la Botte. Puissamment retranchées sur la ligne Gustave, 23 divisions allemandes, sous les ordres du général Kesselring, tiennent tête à l'armée américaine. Malgré les bombardements alliés, toutes les attaques frontales sur le dispositif allemand échouent. Il est temps d'ouvrir en Normandie un nouveau front, que Staline réclame depuis longtemps. C'est à Téhéran, en novembre 1943, que les trois chefs de la coalition, Roosevelt, Churchill et Staline, ont décidé que le débarquement aurait lieu sur les côtes françaises et non en Yougoslavie. Churchill n'a pas réussi à convaincre le président américain qu'une percée dans les Balkans limiterait la poussée soviétique en Europe orientale. La stratégie américaine est simple, terminer la guerre au plus vite, et pour cela, s'ouvrir par une voie directe, la route de Berlin. C'est le général Eisenhower, 53 ans, qui est choisi en raison de ses qualités d'organisateur pour commander l'opération Overlord, Seigneur suprême. Son adjoint est le général anglais Montgomery. Près de 5000 personnes travaillent à son état-major, où Anglais et Américains cohabitent à tous les échelons. La plus grande opération militaire de tous les temps demande une préparation logistique colossale. Les stratèges calculent qu'il faudra débarquer chaque jour, après le jour J, 12 000 tonnes d'approvisionnement et 2500 véhicules. Dans les ports de la côte anglaise, on décharge les bateaux américains à jet continu. L'Angleterre devient un gigantesque parking à matériel, un camp retranché où le moindre champ est un aérodrome potentiel. Dans Londres, déambulent des milliers d'hommes et de femmes qui attendent le jour J. Because the next day the cat went out and drafted the band, and now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a tooty-lat, a toot, he blows it 8 to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. Chaque pouce de terrain de la côte est ausculté grâce aux renseignements livrés par la résistance, les photos aériennes et les commandos sous-marins. Dans le même temps, les bombardements des installations de chemin de fer, des voies de communication se multiplient sur tout l'ouest de la France, surtout au nord de la Seine, pour faire croire à Hitler que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. « 68 000 sorties de bombardiers ont lieu, rien qu'en mai. En face, 41 divisions commandées par von Rundstedt attendent de pied ferme. Au printemps 1944, Hitler a décidé les grandes lignes de sa stratégie. L'affrontement décisif se fera à l'ouest. Le Führer est convaincu qu'adossé à la forteresse Europe, les forces allemandes rejetteront les anglo-saxons à la mer. Il sera temps alors de retourner toutes les forces de la Wehrmacht à l'est, contre les Russes, dans une vaste et décisive contre-offensive. Sous la responsabilité de Rommel qui multiplie les inspections, le littoral a été bétonné dans un mur de l'Atlantique où 12 000 redoutes fortifiées se succèdent de Dunkerque à la frontière espagnole. 260 000 Français y travaillent, bien que la BBC martèle que travailler pour le mur, c'est travailler pour Hitler. La réalisation de ces grands travaux réjouit le commentateur des actualités françaises. Un reportage filmé sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Un canon lourd tous les 300 mètres, soit sur les 2000 km de côte qui vont des Pyrénées à la mer du Nord, 6000 pièces d'artillerie réparties sur des milliers d'ouvrages fortifiés. Sans parler de 5000 pièces mobiles et de 3000 canons de gros calibre spécialement établis pour la perforation des blindages. Tandis qu'au large, des millions de mines flottantes ont été mouillées, sur les plages, on voit à perte de vue les lignes de barbelés, les pièges, les défenses qui s'opposeront à l'avance des formations motorisées. Aucune surprise n'est à craindre. Rommel, à la tête de 24 divisions d'infanterie et 5 divisions blindées, inquiet de la suprématie de l'aviation alliée, est persuadé que la bataille décisive se jouera sur les plages. À l'état-major allemand, trompé par les opérations d'intoxication alliées, le fameux plan Fortitude, tout le monde ne partage pas cette vue. 10 divisions blindées sont tenues en réserve au nord de la Seine pour un hypothétique débarquement dans le Pas-de-Calais.
La France va donc redevenir un champ de bataille. Le champ de bataille où va se jouer le sort de la guerre. Pas une seconde, Roosevelt et Churchill songeaient à en informer De Gaulle, ni même à consulter un expert militaire français. De Gaulle est tenu dans l'ignorance des préparatifs du jour J. À Alger, le 3 juin, à la veille du débarquement, le CFLN prend le nom de gouvernement provisoire de la République française. Le 4 juin, grâce à une poussée des forces françaises du général Juin, qui bouscule les défenses allemandes, les Américains entrent dans Rome. Le 4 juin à l'aube, De Gaulle arrive à Londres. Dans la matinée, le général est reçu par Churchill, qui juge bon, le débarquement étant imminent, d'en prévenir le chef de la France libre. Devant un De Gaulle ulcéré d'être mis au parfum si tard, Churchill expose les plans du jour J, initialement prévu pour le 5, et qui vient d'être reporté d'un jour, pour cause de mauvais temps. À la fin du déjeuner, Churchill veut parler politique. Il propose de conclure un accord franco-britannique sur l'administration des territoires libérés, qu'ensuite De Gaulle irait soumettre à Roosevelt. De Gaulle s'énerve. Pourquoi semblez-vous croire que j'ai apposé devant Roosevelt ma candidature pour le pouvoir en France? Le gouvernement français existe. Je n'ai rien à demander en ce domaine aux États-Unis, non plus qu'à la Grande-Bretagne. Et il ajoute, allez faire la guerre avec votre fausse monnaie. Churchill rugit. Nous allons libérer l'Europe, mais c'est parce que les Américains sont avec nous pour le faire. Car sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large. Entre vous et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt. Après cet échange fameux dont la portée immense se fera sentir dans les décennies à venir, Churchill emmène De Gaulle au QG d'Eisenhower, qui doit prendre une décision cruciale. Faut-il déclencher Overlord, malgré la tempête qui fait rage? De Gaulle, consulté, conseille de ne pas différer. Au moment où De Gaulle s'apprête à se retirer, Eisenhower lui tend une feuille de papier. C'est le texte de la proclamation que le commandant en chef va lancer à la radio, à l'intention du peuple français. De Gaulle lit et sursaute lorsqu'il voit la phrase « Je sais que je puis compter sur vous pour obéir aux ordres que je serai appelé à promulguer ». Dans ce texte, pas un mot de l'autorité française que De Gaulle incarne depuis 40. L'homme du 18 juin est tout simplement oublié. On ne peut plus clairement nier l'existence du gouvernement provisoire. De Gaulle proteste. Eisenhower répond que le texte peut être amendé. De Gaulle commence à le reprendre, stylo en main. Mais un peu plus tard, le chef de la France libre apprend qu'Eisenhower a déjà enregistré la proclamation et qu'elle a été tirée à 20 millions d'exemplaires qui vont être parachutés sur la France. Scandalisé, De Gaulle refuse de parler à la radio comme il est prévu après Eisenhower dans la matinée du 6 juin, pour ne pas avoir l'air d'avaliser ce qu'il dit. Dans la soirée du 5 juin, à quelques heures de la plus grande opération militaire de tous les temps qui va décider du sort de la guerre, des scènes shakespeariennes continuent entre De Gaulle et les Alliés. Churchill pique une colère mémorable. Il ordonne que De Gaulle soit renvoyé à Alger, enchaîné si nécessaire. Le général finit par accepter de parler sur les ondes de la BBC dans la soirée du 6. Ces querelles, qui semblent chimériques à l'aube du jour le plus long, engagent en fait l'avenir de la France libérée. Il s'agit de savoir qui de Eisenhower ou de Gaulle assumera les responsabilités suprêmes. C'est le choix entre libération et nouvelle occupation, même amicale. Le psychodrame n'est pas tranché alors que les ultimes préparatifs du débarquement s'achèvent. Profitant d'une accalmie de la météo, Eisenhower a décidé de foncer. Il rend visite aux paras qui embarquent aux premières heures du 6 juin.
Dans la nuit, 3 divisions aéroportées sont larguées dans la campagne française. 23 000 paras sautent de 2000 avions. Beaucoup se retrouvent perdus, loin de leur objectif initial. Un para sur 2 périra. Des centaines de planeurs déposent d'autres troupes aéroportées. Et là encore, il y a beaucoup de casse à l'atterrissage. Les avions qui partent bombarder les batteries côtières survolent l'immense armada qui semble recouvrir la surface de la mer. Près de 5000 navires emmènent 160 000 hommes et 20 000 véhicules. Dans la Manche, les convois se concentrent avant d'être dispatchés vers les 5 plages retenues. Utah et Omaha réservés aux Américains. Gold, Juneau et Sword pour les Anglais et les Canadiens. Dans l'aube naissante, les sentinelles allemandes découvrent le spectacle grandiose qui s'offre à leurs yeux stupéfaits. Tout le long de la côte, c'est le branle-bas de combat. Un peu avant leur hache, le bombardement naval du mur de l'Atlantique commence. La mer accuse des creux d'1 mètre. À Omaha Beach, 27 des 29 chars qui devaient précéder l'assaut coulent avec leur équipage. Les 1500 hommes de la première vague sont fauchés par les tirs venus des blockhouse. Des sections entières sont décimées. C'est Apocalypse Now sur le sable. Chaque nouvelle vague apporte son lot de victimes. La situation devient critique. Bientôt 2000 hommes tués ou blessés jonchent le rivage. Au large, le général Bradley est à 2 doigts de renoncer. En fin de matinée, grâce au courage insensé des hommes emmenés par des chefs intrépides, les GIs parviennent à progresser, non sans mal. Ailleurs, le débarquement se passe mieux, en particulier à Gold, où les Anglais avancent rapidement et occupent les collines qui surplombent l'emplacement du futur port artificiel d'Arromanches. À Swern, les 177 Français du commando Kiefer participent à la prise d'Ouistreham. Ici le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées. Voici une traduction de la déclaration que vient de prononcer le général Eisenhower. Peuple de l'Europe occidentale, les troupes des forces expéditionnaires alliées ont débarqué ce matin sur les côtes de France. Attendez l'heure où je vous donnerai le signal de vous dresser et de frapper l'ennemi. Le jour viendra où j'aurai besoin de votre force unie. Jusqu'à ce jour, je compte sur vous pour vous plier à la dure obligation d'une discipline impossible. Je sais que je puis compter sur vous pour obéir aux ordres que je serai appelé à promulguer. Que rien n'ébranle votre foi. Rien non plus n'arrêtera nos coups. Ensemble, nous vaincrons. Au soir du 6 juin, les Alliés ont gagné la bataille des plages. Une étroite bande littorale est libérée, qui permet le débarquement dans la journée de 200 000 hommes et des tonnes de matériel. Mais les objectifs initiaux sont loin d'être atteints. La tête de pont est fragile, menacée par une contre-offensive des blindés allemands. Maintenant commence la bataille de Normandie. Elle va être terrible.
C'est une véritable guerre de position, de haies, de rues. Retranchés dans le bocage, les chars Tigre, les troupes d'élite allemandes se battent avec acharnement autour de camp. Le haut commandement allemand envoie des divisions Panzer en renfort. Les Alliés piétinent. Le spectre de l'enlisement se profile. La tête de pont reste une peau de chagrin, même si après une semaine elle forme une bande de 80 km de long sur 20 de large. C'est suffisant pour accueillir De Gaulle. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Le 14 juin, 8 jours après avoir lancé son fameux appel à la radio, De Gaulle vogue vers la France, à bord du contre-torpilleur La Combattante. Sur le pont, De Gaulle est morose. Il ne décolère pas contre ses alliés et leur fausse monnaie. Vers midi, De Gaulle touche la terre de France pour la première fois depuis 1940. Un de ses compagnons lui glisse « Avez-vous pensé, mon général, qu'il y a 4 ans, jour pour jour, le 14 juin, les Allemands entraient dans Paris ?» De Gaulle. Eh bien, ils ont eu tort. Puis c'est l'arrivée à Bayeux, qui par miracle n'a pas souffert des bombardements. Il est accueilli par une foule qui l'acclame. « Nous allons à pied », racontera le général, de rue en rue. À la vue du général de Gaulle, une espèce de stupeur saisit les habitants, qui ensuite éclatent en viva ou bien fondent en larmes. Sortant des maisons, ils me font cortège au milieu d'une extraordinaire émotion. Nous allons ainsi, tous ensemble, bouleversés et fraternels, sentant la joie, la fierté, l'espérance nationale remonter du fond des abîmes. À une tribune improvisée où Schuman le présente, il salue la foule. François Coulet, le commissaire de la République, prend ses fonctions sur ce petit bout de France où s'exerce désormais l'autorité du gouvernement provisoire. La force symbolique de cette incursion d'une journée du chef du gouvernement français signifie la mise à mort de la Mogote. L'administration américaine de la France ne verra pas le jour. L'accueil triomphal que reçoit ce général au visage inconnu a valeur de plébiscite. Les Alliés doivent admettre la légitimité de l'homme qui incarne la résistance française. L'escapade de Bayeux force Roosevelt à reconsidérer sa position. Invité à Washington en juillet, De Gaulle peut parler au président américain en tête-à-tête. Roosevelt reconnaîtra alors que le gouvernement provisoire est qualifié pour administrer la France libérée. Il en aura fallu des mois de bras de fer pour arriver à cette poignée de main qui n'exclut pas les arrière-pensées. Ici, Londres. Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le 5 juin, à 21h15, Radio Londres a commencé la diffusion des messages codés qui déclenchent l'action immédiate. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Les girafes ne portent pas de faux cols. En France occupée, l'armée des ombres se met en mouvement. Les résistants coupent les routes, les réseaux de téléphone. Il fait chaud à Suez, lance le sabotage des voies ferrées. Un peu partout en France, les maquis prennent le contrôle de villes et même de régions.
Des dizaines de milliers de Français rejoignent les maquis qui fleurissent. On en dénombre des centaines, mal coordonnés, mal armés, rivaux selon les appartenances politiques. Les effectifs gonflent en quelques semaines. Peut-être 300 000 hommes enfilent le brassard FFI au cours des mois de juin et juillet. Le manque d'armes lourdes se fait terriblement sentir. Les Alliés, en particulier Churchill, ne se montrent pas pressés d'armer des maquis où l'influence communiste est forte, voire prépondérante. Ils redoutent que les milices communistes s'emparent de postes de commande et installent leur pouvoir avant l'arrivée des Alliés. En passant à l'attaque pour obéir aux ordres de Londres, les résistants se découvrent et attirent une répression impitoyable. Ils vont payer parfois d'un prix exorbitant un engagement prématuré. Policiers, gardes, gendarmes, GMR, gardiens de la paix, gardes des communications, en maintenant l'ordre, vous aurez non seulement sauvé votre honneur militaire, mais vous aurez évité à la France les pires malheurs. Darnand lance des ordres clairs. Considérés comme des ennemis de la France, les francs-tireurs et partisans, les membres de la prétendue armée secrète et ceux des groupements de résistance, attaquez-vous aux saboteurs, qu'ils soient ou non parachutés. Les miliciens s'en donnent à cœur joie. Les affrontements prennent l'allure d'une impitoyable guerre civile. Les troupes allemandes ont reçu également des consignes d'une extrême fermeté envers ceux qu'elles appellent les terroristes. Partout, la terreur nazie se déchaîne. La division d'Eichsreich, commandée par le général Lammerding, qui tente de remonter de Montauban vers le front de Normandie, sème la mort sur son passage. À Tulle, après une éphémère occupation de la ville par les maquisards, le retour des SS se solde par une hécatombe. Une centaine d'hommes est pendue en place publique. Un peu plus tard, au nord, dans le Limousin, le paisible village d'Oradour a le malheur de se trouver sur le trajet de la division d'Eichsreich. Le 10 juin, les SS bouclent les habitants dans l'église avant d'y mettre le feu. 642 villageois, dont 240 femmes et enfants, périssent. Le général SS Lammerding mourra dans son lit, après avoir mené une prospère carrière d'entrepreneur. Pour prévenir d'autres sacrifices inutiles, le 10 juin, le général Koenig, général en chef des FFI, lance un appel à la radio de Londres. Il demande de freiner les initiatives et d'éviter les grandes concentrations de maquisards. Il est bien tard. Après le jour J, dans le massif du Vercors, des jeunes gens sont montés rejoindre les 300 maquisards qui depuis des mois se sont retranchés dans cette forteresse naturelle au-dessus de Grenoble. En quelques jours, ils sont des milliers. La vie s'organise dans ce bastion qui semble inaccessible. On se met à rêver. Le 3 juillet, la République française est restaurée dans ce bout de territoire libéré. Le 14 juillet se déroule un gigantesque parachutage auquel participent 72 forteresses volantes qui larguent 1200 conteneurs. Mais aucune arme lourde. Du côté allié, la méfiance continue de sévir. Les Allemands ne peuvent tolérer le mauvais exemple du Vercors. À la fin du mois de juillet, ils bouclent les accès au plateau et lancent une offensive d'envergure. Les maquisards résistent, réclament des renforts. Ce sont les paras allemands qui descendent du ciel. Les planeurs déposent les troupes d'assaut au cœur du massif. Les maquisards se replient et fuient à travers la montagne. 650 hommes laissent leur vie dans cette lutte inégale. Les représailles sur la population civile sont atroces. Les survivants du Vercors
auront le sentiment amer d'avoir été abandonnés à la vindicte nazie. De Gaulle n'a pas laissé tomber le Vercors, mais il n'avait aucun moyen d'intervention. Dans les faits, l'équipement de la résistance dépend du bon vouloir des Alliés, qui possèdent les armes et les avions. Or, Eisenhower n'a jamais encouragé le regroupement de maquis importants. La tragédie du Vercors en est l'illustration dramatique. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Depuis le débarquement, les Alliés piétinent dans le bocage normand. Fin juin, les Américains lancent l'offensive sur Cherbourg, dont les fortifications sont bombardées jour après jour. Le 1er juillet, la garnison allemande se rend, mais le port sur lequel les Alliés comptaient est inutilisable pour de longues semaines. Pendant un long mois, la bataille pour Caen fait rage. L'état-major allemand, qui attend toujours un débarquement dans le Pas-de-Calais, veut tenir la ville à tout prix et en faire un verrou qui empêche les Alliés de se déployer vers le nord. Montgomery épuise ses troupes dans des offensives meurtrières. Caen, qui devait être libéré à J+1, devient le symbole de la résistance allemande. Sous les bombardements qui ravagent la population civile, la ville prend l'allure d'un cimetière de ruines. Les habitants vivent terrés dans des caves. La ville finit par tomber le 9 juillet, après des combats furieux. 5000 habitants sont morts. La Normandie, premier des champs de bataille, paie au prix du sang et des larmes une libération douloureuse. Presque aucune commune n'est épargnée au cours de cette bataille titanesque, où périssent 50 000 Normands. Depuis le 6 juin, les Alliés n'ont cessé de se renforcer. Un mois après le jour J, 1 million de soldats et 171 000 véhicules ont été débarqués. Un pipeline et le port artificiel d'Arromanches permettent leur ravitaillement. Ces facteurs poussent Eisenhower à tenter la percée. Les forces alliées attaquent sur Saint-Lô, qui sera détruite à 80%. Elles percent à Avranches le 31 juillet. Les défenses allemandes enfoncées cèdent sous les coups de boutoirs des blindés et surtout des bombardiers qui ont la maîtrise du ciel. Attaqués au nord par les Anglais, tournés au sud par les Américains, les Allemands enfermés dans le chaudron de falaises perdent 8 divisions. Des centaines de chars et de camions sont détruits. Des milliers d'Allemands sont faits prisonniers. Ce Stalingrad dans le bocage marque la fin de la bataille de Normandie. Désormais, les Alliés ont repris l'offensive et poussent leur avantage. L'exploitation de la percée d'Avranches est confiée au général Patton, qui commande la 3e armée américaine. Elle libère Rennes, Fougères, Laval, Le Mans. L'accueil est favorable, mais moins enthousiaste que ne le laissent supposer les images de Liesse. Les réactions sont mitigées, les sentiments contrastés, des rumeurs de viols commis par les GI, une manière de se comporter en terrain conquis, aliène une part de sympathie. Ces populations ont souffert de l'occupation allemande, mais les bombes meurtrières de l'aviation alliée ne seront pas oubliées facilement.
À l'est, l'armée rouge a lancé une gigantesque offensive, au moment même où le front de Normandie commençait à craquer. Les chars soviétiques avancent sur un front large de 1000 km et entrent en Biélorussie. En quelques semaines, l'avancée des troupes de Staline est spectaculaire. Elle pénètre en Pologne et s'installe fin juillet sur les bords de la Vistule. Varsovie est à portée de fusil. La résistance polonaise déclenche le 1er août, une insurrection que les Allemands, après de durs combats, répriment. La ville brûle sous les yeux de l'armée rouge, qui reste l'arme au pied, sans intervenir. Staline laisse froidement écraser la résistance non communiste. La ville est détruite. 50 000 habitants meurent. Le martyre de Varsovie entra longtemps les chefs militaires alliés. Compagnon de la première heure du général de Gaulle, Leclerc a 45 ans. Il est le seul parmi les généraux de la France libre à avoir fait l'amalgame au sein de sa division entre les 3000 combattants qui avaient participé à la chevauchée héroïque depuis la Libye et les unités de l'armée d'Afrique restées fidèles à Pétain jusqu'au débarquement en Afrique du Nord. Non sans tension, il a réussi à forger une division blindée de 13 000 hommes qui communie dans la fascination de ce chef hors norme. La 2e DB traverse la Manche le 1er août. Une caméra française a saisi l'une des plus belles et des plus émouvantes images de la guerre. Les premiers soldats français vont toucher la terre natale. Quelques mètres au pas de course, et littéralement, ils la touchent, cette terre de France, dont ils ont rêvé tant de fois. Leclerc foule le sol français à Utah Beach. Nous rentrons aujourd'hui. Nous rentrons en combattant, après avoir lutté pendant 4 ans derrière le général de Gaulle. Retrouvons les visages de nos compatriotes qui nous saluent avec enthousiasme au milieu de leurs ruines. Nous devinons ce qu'ils ont souffert. Vive la France! Regroupée, la 2e DB monte au front, traverse Avranches. Elle est engagée en direction d'Alençon, qu'elle libère le 11 août. Une grande voix française, la grande voix de Philippe Henriot, s'est tue à jamais. Nombreux sont les Parisiens qui ont voulu voir une dernière fois celui qu'ils entendaient chaque jour sans le connaître et qui est mort ici, à son poste, lâchement assassiné sous les yeux de sa femme. Le 28 juin, Philippe Henriot est abattu par un commando de la résistance. Faute de pouvoir lui fermer la bouche, ils lui ont fermé les yeux, déclare Laval. Aux obsèques solennelles de cet homme en noir qui n'a cessé de souhaiter la victoire allemande, se mêle le gratin de Vichy et les aréopages nazis. Et cette retraite au flambeau où se consument les derniers feux des collabos présage une autre retraite, sans fanfare ni trompette. À mesure que les armées alliées avancent, que la résistance menace, les miliciens commettent leurs ultimes forfaits, horribles et sanglants. La milice dénonce, traque, torture, supplie, au point que Pétain lui-même s'en inquiète. Il écrit à Laval, le 9 août, que la milice s'est rendue coupable de faits inadmissibles et odieux, qui pose sur l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Il est bien tard pour s'émouvoir. C'est ce que Darnan répond au maréchal. Pendant 4 ans, j'ai reçu vos compliments et félicitations. Vous m'avez encouragé. Et aujourd'hui, parce que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tâche de l'histoire de France. On aurait pu s'y prendre plus tôt.
Arrivé à Paris le 9 août, Laval tente d'ultimes manœuvres de diversion. Les Allemands finissent par le mettre dans une voiture pour Belfort le 17. 3 jours plus tard, Pétain est embarqué à Vichy pour la même direction. Les résidus de Vichy et de la collaboration décampent, la chiasse au cul, dixit Céline, avant de prendre la route avec sa femme et son chat, direction Sigmaringen. Dans ce château d'opérette se retrouve la fine fleur des collabos, une communauté réduite au caquet, résumera l'un d'eux. Le régime de Pétain s'écroule de partout. À Paris, c'est la débandade. Aujourd'hui, entre l'abîme et nous, il n'y a plus que l'épaisseur de la Wehrmacht, écrit Pierre-Antoine Cousteau dans « Je suis partout », bientôt surnommé « Je suis parti ». Les miliciens brûlent leurs archives avant de déguerpir dans les camions de la Wehrmacht. Paris attend sa libération. Le 15 août, la police parisienne se met en grève. La quasi-totalité des policiers suit le mouvement, tandis que les cheminots et les postiers arrêtent le travail. Le comité parisien de libération lance un appel à l'insurrection qui est placardé sur les murs. De son PC souterrain près de d'Enfer, le communiste Roll Tanguy, chef des FFI de la région parisienne, commande ses troupes. Se pénétrer du principe que le succès est fonction du nombre, qu'un recrutement massif doit être entrepris immédiatement. La mission des FFI de la région Île-de-France est ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Roll. Presque tous les organismes décisionnels de la résistance sont aux mains des communistes. Ils sont majoritaires au comité parisien de libération, avec Tollet et Maran. Les hommes du PC pensent qu'il faut déclencher l'insurrection et mettre en place un nouveau pouvoir issu de la rue, sans attendre l'arrivée de l'armée américaine et du général de Gaulle. En face, Alexandre Parodi, délégué général du gouvernement provisoire, bien que réticent, se rallie au soulèvement pour maintenir l'unité de la résistance. Mais Jacques Chaban-Delmas, délégué militaire, revient de Londres avec un ordre impératif. Pas d'insurrection prématurée. Pour les gaullistes, qui redoutent une commune rouge, il ne faut déclencher les opérations qu'au dernier moment, 12, voire 24 heures avant l'entrée des Alliés. Mais nul n'a le pouvoir de calmer la fièvre qui s'est emparée de Paris. Le 19 août, la préfecture de police est occupée. Étrange symbole. Ceux qui avaient raflé les Juifs et pourchassé les résistants hissent le drapeau tricolore. Le lendemain, 20 août, c'est le tour de l'hôtel de ville, où Léo Hamon et le lieutenant Roger Stéphane remplacent les hommes de Vichy. Voici une déclaration de M. Roger Stéphane, commandant des FFI de la place de l'hôtel de ville. Nous sommes entrés le 20 août à 7h du matin dans l'hôtel de ville. Depuis, nous avons défendu contre d'incessants assauts allemands. Nous n'avons pas eu de perte, mais nous avons tué environ une trentaine d'Allemands et capturé un butin qui nous a permis de renforcer au fur et à mesure notre défense. L'ennemi a abandonné 10 tués et 14 prisonniers sur le terrain, dont 6 blessés. À la préfecture, le préfet Luizet, nommé par le gouvernement provisoire, prend ses fonctions. Les défenses de la préfecture et de l'hôtel de ville sont renforcées. À plusieurs reprises, les Allemands tentent de reprendre les 2 édifices. Dès que la fusillade a commencé dans le boulevard Saint-Michel, les FFI, à qui l'alerte avait été donnée, ont pris leur position de combat à l'entrée de la préfecture de police, boulevard du Palais. Nous apercevons, de la fenêtre du préfet de police, des camions allemands brûlés même sur la place Saint-Michel, devant la fontaine. Il est même extraordinaire de constater que, en dehors des explosions, en dehors de la fusillade, en dehors de la mitraillade, ce boulevard du Palais désert est d'un calme absolu. Dans les premières heures, l'effet de surprise joue pour les 20 000 FFI qui s'emparent des mairies d'arrondissement, des sièges des principaux ministères, de dépôts d'armes et du réseau téléphonique. Des gavroches attaquent des chars allemands avec des bouteilles d'essence. Des guérilleros improvisés brandissent des fusils de chasse devant des casemates bétonnées. Paris est fidèle à sa légende.
Mais l'armement des FFI est dérisoire. En tout et pour tout, 4 mitrailleuses, 100 mitraillettes, 500 fusils. À la préfecture et à l'hôtel de ville, les insurgés n'ont des munitions que pour quelques heures. Cette pénurie d'armes conduit une partie de la résistance à ménager une trêve. Entre Parodi et Chaban qui redoutent pour Paris le sort de Varsovie, partisans de la suspension des combats, et les communistes, farouchement hostiles à toute interruption, l'affrontement verbal est violent. Finalement, la trêve est négociée par le consul de Suède. Conformément aux lois de la guerre, le gouvernement de la République française et le CNL, Comité national de libération, vous demandent de suspendre l'assaut contre l'occupant jusqu'à l'évacuation de Paris. La trêve établit une sorte de partage territorial. Chacun reste sur les positions qu'il occupe. Les Allemands se sont retranchés autour de points stratégiques. L'hôtel Majestic, avenue Kléber, siège du haut commandement militaire en France, l'hôtel Meurice, où siège le commandement du Grosse Paris, la commandanture, avenue de l'Opéra, le Sénat, le Palais Bourbon, l'école militaire, les Invalides. Le général von Choltitz, nommé début août commandant du Grosse Paris, a été choisi par Hitler pour sa loyauté et l'efficacité dont il a fait preuve en matant Sébastopol. Pour défendre Paris, il dispose de 4 régiments de soldats âgés et un détachement d'une centaine de chars, en tout 17 000 hommes. Avec la trêve, une atmosphère étrange s'installe. Certains quartiers sont tranquilles. Ailleurs, des escarmouches éclatent, des voitures filent, drapeaux blancs au vent. Mais la trêve contredit le désir d'héroïsme, le besoin de laver la souillure. Personne ne peut arrêter la flambée. Paris doit prendre les armes. Unanime, la résistance rompt la trêve. Radiodiffusion française. Le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adresse à la population parisienne l'appel que voici. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français debout, tous au combat. Le 22 août, les fusils refleurissent. Les barricades surgissent, plus de 600 en tout. Les pavés passent de main en main, dans une atmosphère de fièvre et d'exaltation contagieuse. Femmes, enfants, vieux, tous font la chaîne pour passer pavés, sacs de sable, grilles d'arbres. L'objectif est d'empêcher la circulation des chars allemands dans les rues. Les maisons sont vides de toute la ferraille disponible. Licage, vieilles autos, maisons d'enfants, poubelles défoncées. La barricade, dites ma part, maintenant complètement la rue sur toute sa largeur. Elle a déjà au moins 1 mètre de haut. Attention, attention, débranchez l'autre micro. La barricade vient d'ouvrir le feu. La bataille fait rage à la Chapelle, place du Panthéon, rue de Seine, à Maubert, aux Batignolles, aux Gobelins. « 2000 Parisiens perdront la vie dans les combats pour la libération. » Le 22 août, von Choltitz reçoit par radio l'ordre du Führer de réduire Paris à un monceau de ruines. Tous les ponts doivent être détruits. Le 22 encore, 5 chars allemands attaquent le Grand Palais, où se trouve le commissariat du 8e. L'édifice prend feu, et les volutes de fumée montent au-dessus de la capitale. Paris a-t-il commencé à brûler? Pour les Alliés, Paris peut attendre. La capitale de la France est un enjeu symbolique et politique pour De Gaulle. Elle n'est pas un objectif militaire immédiat pour Eisenhower, qui a prévu une vaste manœuvre de contournement par Mantes, au nord, Melun au sud. C'est ce qu'il explique au général De Gaulle, arrivé d'Alger le 20 août. De Gaulle s'émeut, ne comprend pas pourquoi les Américains veulent franchir la Seine partout, sauf à Paris. Il presse le généralissime américain. Il faut faire vite.
à la fois pour éviter que l'insurrection ne soit écrasée ou qu'elle installe un pouvoir de fait. Avec insistance, De Gaulle réclame l'envoi de la 2e DB de Leclerc sur Paris. Le 21 août, le général Leclerc est toujours dans les environs d'Argentan. Il ronge son frein, multipliant les interventions auprès des Américains pour recevoir enfin l'ordre de foncer sur Paris. Leclerc fait parvenir une lettre à De Gaulle où il écrit « Depuis 8 jours, le commandement nous fait marquer le pas. On m'a donné l'assurance que l'objectif de ma division était Paris. Mais devant une pareille paralysie, j'ai pris la décision suivante. Guillebon est envoyé avec un détachement léger, chars, automitrailleuses, infanterie, direction Versailles, avec ordre de prendre le contact et d'entrer dans Paris si l'ennemi se replie. Je ne peux en faire de même avec le gros de ma division, afin de ne pas violer ouvertement toutes les règles de la subordination militaire. » Ce qu'a décidé Leclerc, en effet, envoyer sans ordre une avant-garde vers Paris, relève à coup sûr du Conseil de guerre. De Gaulle, qui le règne au Mans, entame sa marche triomphale, répond à Leclerc qu'il l'approuve. Il a vu Eisenhower. La décision de marcher sur Paris est imminente. En effet, le 22 août, Leclerc reçoit l'ordre d'Eisenhower. Régulus, mouvement immédiat sur Paris. Aussitôt fait, la 2e DB roule vers Paris, selon 2 itinéraires parallèles. Les hommes de Leclerc et les FFI fraternisent bientôt dans Chartres. Le 23 au soir, Leclerc retrouve De Gaulle à Rambouillet. La division a parcouru 200 km dans la journée. Leclerc expose les plans d'attaque sur Paris à De Gaulle, qui lui confie « Vous avez de la chance ». Le 24, à l'aube, la progression reprend. La gloire qui les conduit sur une de France, une croix de Lorraine. Dans l'après-midi, la 2e DB est aux abords de Paris. La résistance allemande est âpre dans la banlieue sud, notamment à Fresnes, Antony, Massy. Leclerc envoie un petit avion survoler la capitale. Le Piper laisse tomber des airs, un message d'espoir. En début de soirée, le général Leclerc est aux avant-postes, à la Croix de Berny. Impatient, il avise un de ses fidèles, le capitaine Drone, vieux baroudeur d'Afrique. Filez droit sur Paris, passez par où vous voulez, il faut entrer. Guidé par les habitants, Drone avec 3 chars et 11 Alftrak, occupés par d'anciens républicains espagnols, se faufile entre les défenses allemandes, à travers la banlieue, puis les rues de Paris. À 21h22, le détachement est à l'hôtel de ville. Vous savez ce que j'ai vu, mais oui, vous le savez, vous le comprenez bien. J'ai vu 2 blindés de la division Leclerc, avant-garde de l'armée de la Libération. Ces 2 blindés, montés par des soldats français qui depuis 4 ans se battent avec les Alliés sur tous les fronts du monde. Toutes les cloches de Paris se mettent à carillonner. Des milliers de Parisiens pleurent de joie. Écoutez, ce sont des cloches. Des cloches. Mais oui, c'est le bourdon de Notre-Dame. On applaudit, ce sont donc les cloches de la Libération. Le lendemain, 25 août, la division tout entière entre dans Paris. C'est un étrange mélange de liesses et de combats, d'embrassades et de tirs de mitrailleuses.
Leclerc, guidé par Chaban, installe son PC à la gare Montparnasse. De là, il organise les opérations contre les points d'appui allemands. Au quartier latin, les échanges de coups de feu sont sévères. Même la vieille Sorbonne est touchée. Autour du Sénat, dans le jardin de Luxembourg, le combat est âpre. À l'école militaire, les miliciens se battent aux côtés de la Wehrmacht. À l'hôtel de ville, les soldats de Leclerc renforcent les FFI. À l'Étoile, le commandant Massu mène l'assaut autour de l'hôtel Majestic et il reçoit la reddition de centaines d'officiers. Les soldats allemands se rendent de préférence aux soldats en uniforme. Souvent, ils sont molestés. Et même parfois, abattus sur place. À l'hôtel Meurice, après un bref barreau d'honneur, von Choltitz lève le drapeau blanc. Vers 15 heures, il signe sa capitulation à la préfecture de police. Puis il est emmené dans un scout-car à la gare Montparnasse. L'acte de reddition est co-signé à la demande de Chaban par Ol Tanguy, le chef des FFI qui se bat depuis 6 jours. Von Choltitz signe des ordres de reddition qui seront portés par des officiers français et allemands dans des jeeps, là où des unités allemandes se battent encore. À la Chambre des députés, à l'hôtel de Lassay, des centaines d'officiers lèvent les bras. L'orgueil a changé de camp. À 17h, De Gaulle arrive à son tour à la gare Montparnasse. Il est accueilli par Leclerc qui l'emmène à sa table, face aux voies ferrées. Leclerc lui montre l'acte de capitulation. De Gaulle maugré. Vous avez laissé signer Ol Tanguy. Pourquoi croyez-vous que je vous ai nommé gouverneur de Paris? Enfin, bon prince, le général le félicite ainsi que Roll. Puis Leclerc le raccompagne à sa voiture. Arrivé au ministère de la guerre qu'il a quitté en 1940, De Gaulle prend possession des lieux. Rien n'y manque excepté l'État. Il m'appartient de l'y remettre, notera-t-il. Ensuite, mais ensuite seulement, le général se rend dans la soirée à l'hôtel de ville, où l'accueille Bidault, au nom du CNR, le Conseil national de la résistance. Nous sommes actuellement à l'hôtel de ville et nous apercevons dans le fond de la salle de réception la haute silhouette du général de Gaulle qui a été reçu par un officiel de l'hôtel de ville qui l'a embrassé sur les deux joues. Vous ne pouvez pas entendre et vous ne pouvez pas vous figurer quelles sont les ovations qui ont salué l'arrivée du général à Paris. Hommes et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, levez
debout pour se libérer et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. À Bidault qui le presse de proclamer la République, De Gaulle rétorque, sec, non. La République n'a jamais cessé d'être. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Sur ces phrases qui se graveront dans le marbre de la postérité, De Gaulle apparaît au balcon pour saluer la foule. Le lendemain, 26 août, De Gaulle est à l'Arc de Triomphe pour déposer une gerbe. Vers 15 heures, l'homme du 18 juin descend les Champs-Élysées, accompagné des membres du gouvernement, des comités de libération, des membres du Conseil national de la résistance, des officiers qui marchent derrière, dans un joyeux désordre. La foule envahit les barrages et les agents de police doivent s'employer pour les faire rentrer sur les trottoirs. De Gaulle se fâche. Quelle pagaille! Qu'est-ce qui est responsable de l'ordre ici? Mais il se laisse vite prendre par l'exaltation de cette journée. Tout Paris est dans la rue, dans une liesse qui emporte tous les participants, y compris De Gaulle. Ah, c'est la mer, une foule immense et massée de part et d'autre de la chaussée. Peut-être 2 millions d'âmes. Si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante dans le soleil, sous le tricolore. Il se passe en ce moment un de ces miracles de la conscience nationale, un de ces gestes de la France qui parfois, au long des siècles, viennent illuminer notre histoire. À la Concorde, le général monte dans une voiture pour se rendre à l'hôtel de ville. À peine est-il parti qu'une fusillade couche la foule sur le pavé. On tire des toits, on tire vers les toits. Les coups se répondent sans qu'on sache vraiment qui est à l'origine des coups de feu. Un peu plus tard, Leclerc attend De Gaulle sur le parvis de Notre-Dame. Lorsque le général arrive, de nouveaux coups de feu claquent. Le général attend que ça se calme. Le Magnificat s'élève. En fut-il chanté de plus ardent? Demandera-t-il plus tard. L'image des barricades de Paris insurgées ancrera pour toujours dans la mémoire collective la mythologie d'une insurrection nationale, d'une levée en masse des Français prenant les armes pour reconquérir leur liberté. En réalité,
Paris est plus une exception qu'une règle. Dans les 4/5 des villes françaises, l'action de la population et des FFI a été nulle. Mais la force du symbole a une portée considérable. Le soulèvement du peuple de Paris réinsère d'un coup la France dans le camp des vainqueurs. Il fonde la légitimité gaullienne. Le bain de foule du 26 août est le véritable sacre de l'homme du 18 juin. De Gaulle reçoit l'investiture d'un peuple vainqueur. Dix jours avant la libération de Paris, le 15 août 1944, les Alliés ont débarqué en Provence. Sur le pont des navires, autour du général Delattre de Tassigny, les soldats français qui représentent les 2/3 des 300 000 hommes engagés ont les larmes aux yeux en chantant l'hymne national. Pour l'opération Dragoon, conçue comme complémentaire d'Overlord, 2000 navires et 2000 avions sont mobilisés. L'assaut sur les plages a été précédé d'un largage dans l'arrière-pays de parachutistes qui prennent contact avec les 20 000 FFI parfaitement organisés. L'action de la résistance facilite la progression rapide des troupes débarquées. En quelques heures, la tête de pont est solidement installée. La route des morts et de l'Estérel ouverte. Les colonnes de tabors marocains, de spahis algériens, de tirailleurs sénégalais s'enfoncent sur les routes de Provence. Plus de la moitié des forces françaises est formée d'Africains ou de Maghrébins. Ces hommes, fils de l'Empire français, qui ont fait la campagne d'Italie, volent au secours de la mère patrie. Leur contribution à la libération est décisive. Les résistants mènent une guérilla destructrice pour l'ennemi. Dès le 27 août, après une défense acharnée, Toulon est prise, tandis que les combats commencent dans les faubourgs de Marseille, paralysés par la grève. L'état d'esprit de l'état-major allié à l'égard des FFI a changé. La méfiance n'est plus de mise, la coopération plus étroite. Le général Montsabert fonce au cœur de la cité phocéenne. Les combats se prolongent autour de Notre-Dame de la Garde. Mais le 28, la garnison allemande capitule et les soldats se rendent par milliers. Sur le Vieux-Port, pour le défilé de la victoire se mêlent les soldats de Delattre et les FFI descendus des collines. Les nouvelles autorités civiles, d'Asti de la Vigerie, ministre de l'Intérieur, Raymond Aubrac, commissaire de la République, passent les troupes en revue avec les généraux Delattre et Montsabert. Dans le sud de la France, les libérations se succèdent. Grenoble, Briançon, Annecy, Nice, Montpellier connaissent l'ivresse de la liberté. Au nord, les Américains avancent sur la Loire. Au sud, les Alliés remontent à toute vitesse. Les troupes allemandes stationnées dans le quart sud-ouest de la France risquent d'être prises en tenaille. Le 17 août, l'état-major de la Wehrmacht ordonne à toutes les divisions qui se trouvent à l'ouest du Rhône de se replier. Les colonnes d'Hitler reculent dans l'ordre, pilonnées par l'aviation alliée. Les FFI tentent de freiner cette évacuation, livrent des combats de harcèlement et entrent dans les villes que les Allemands abandonnent. À Toulouse,
les hommes de Ravenel et Vernon coupent la retraite allemande et font 13 000 prisonniers. Ravenel, rejoint par le commissaire de la République Berthaud, prend le contrôle de la cité. Dans Bordeaux, les maquisards entrent le 28. À Limoges, la garnison allemande encerclée par les FFI du colonel Guingouin capitule. Les FFI pénètrent dans la ville le 21. Ainsi, dans la dernière décade d'août, tout le sud-ouest se libère. Les FFI de Toulouse, Clermont-Ferrand, Montpellier, Limoges coopèrent pour harceler la colonne du général Elster, qui finit par se rendre, avec 20 000 hommes sur les bords de la Loire. Les maquis ont réussi à entretenir l'inquiétude dans les troupes allemandes, à gêner leurs déplacements, à stériliser des forces qui auraient pu servir sur le front de Normandie ou en Provence. Eisenhower, qui appréciera à l'équivalent de 15 divisions l'activité des maquis, dira « Sans les FFI, la libération de la France et la défaite de l'ennemi en Europe occidentale auraient été bien plus longues et beaucoup plus coûteuses. » On peut croire sur parole cet expert. L'impact militaire de la résistance a été modeste, mais sa portée morale est immense. Des Français se sont battus pour venger l'humiliation de la débâcle et la honte de la collaboration. Une minorité, une petite minorité sans doute, mais elle a permis que le mot « honneur » puisse se prononcer encore en français. Le 3 septembre, les Américains et les hommes de Delattre entrent dans Lyon, avec 60 jours d'avance sur les plans prévus. La capitale de la résistance a beaucoup souffert. Les ponts ont été détruits. Les charniers regorgent de cadavres de résistants massacrés dans les semaines qui précèdent. Un peu partout, après la libération, vient le temps des fosses communes, où les Allemands ont jeté leurs victimes, prisonniers, otages, résistants, assassinés, fusillés, souvent dans des conditions atroces. En septembre, la 7e armée américaine débarquée en Provence fait sa jonction avec la 3e venue de Normandie. L'adjudant Émile Lancery serre la main du sergent Louis Basile. Partout la fête, la France entière danse. Les bals interdits par Vichy n'ont jamais rassemblé autant de monde que dans ces journées magnifiques de l'été 44, où les Français se retrouvent dans une sorte de communion solennelle et fraternelle. C'est la fête au pays qui revit. Chantons tous aujourd'hui, oh, oh, le soleil lui, on voit dans tous les yeux le désir d'être heureux, le besoin de se sentir unis, c'est la fête du pays. Tant d'espoir qu'on en est ébloui, c'est la fête du pays. Un jeune juif autrichien, réfugié et caché chez un couple d'enseignants, Stanley Hoffman, qui deviendra un grand politologue américain, écrira « Celui qui n'a pas vécu dans une ville ou un village de France les semaines de la Libération ne sait pas ce que c'est que la volupté d'être en vie à la fin d'une épreuve indicible, ni la joie d'être heureux au milieu de ceux qui ont la surmonté, et fier de ses compagnons. » Chantons tous aujourd'hui, oh, oh, le soleil lui, on voit dans tous les yeux le désir d'être heureux. Les Américains sont là. Ils sont les libérateurs, les vainqueurs que les femmes embrassent.
Quand un soldat de l'armée américaine chez nous se promène sur les boulevards, pour bien se faire comprendre, il a de la peine, il se démène et pique son phare, avalant son chewing-gum d'émotion. Il entame une conversation. Oh là là, good morning mademoiselle. Oh là là, I go to l'opéra. Oh là là, je speak pas very well. Oh là là, c'est-il un... Le peuple de Paris est beau et joli. Les soldats américains, sans le savoir encore, sont les estafettes d'une civilisation qui va envahir l'Europe dans les décennies à venir. Les airs de Glenn Miller qui retentissent bientôt dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, le chewing-gum, le chocolat, et même ce breuvage insolite, baptisé Coca-Cola, que les GIs distribuent aux foules privées de tout pendant si longtemps, sont les premiers emblèmes du mode de vie américain. Les Français de 44 qui font la fête aux soldats d'outre-Atlantique l'ignorent encore. Le débarquement américain ne fait que commencer. Nous sommes bien contents d'avoir les Américains à Paris et on va... Bravo, ok. Oh, je suis très, très... Vive la France. Depuis le temps qu'on les attend, il n'y en aura jamais assez, on voudrait les garder le plus longtemps possible. Oh, nous sommes tellement contents, very happy. Bravo pour tous. Vive l'Angleterre, vive les États-Unis, vive la France. Les États-Unis vont envahir nos vies et nos écrans, à l'image de cet Américain à Paris qui swing au bord du trottoir. Ce danseur de claquettes, c'est bien le soldat Fred Astaire. À Chatou, dans la banlieue parisienne, le 29 août, se déroule une étrange cérémonie. Des femmes suspectes, on ne sait trop de quoi, passent devant un tribunal improvisé où siègent les résistants locaux. 4 jours plus tôt, à ce même endroit, une quinzaine de FFI a été massacrée par une unité allemande en retraite. Ces femmes paient pour un crime qui leur est étranger. Ainsi la vindicte populaire, la soif de vengeance sont canalisées dans une parade affreuse que bien peu de monde à l'époque ne conteste. Un peu partout, après le débarquement, sans qu'aucune directive nationale n'ait été donnée, la pratique des femmes tondues, venues du fond des temps, se répand. Plusieurs milliers, peut-être plusieurs dizaines de milliers de femmes sont rasées en place publique, souvent sur une estrade pour que la foule voie mieux. On leur reproche la collaboration horizontale, les amours antipatriotiques avec des soldats allemands, ou d'avoir fréquenté la Gestapo et les collaborateurs, ou encore d'avoir été des dénonciatrices. À chaque fois, la cérémonie infâme s'accompagne de cris d'insultes. La femme est tatouée, traînée dans un défilé selon un rituel d'un autre âge. Jean-Paul Sartre, voyant boulevard Saint-Michel une femme tondue, escortée d'un cortège ricanant, écrit dans Combat, « Eût-elle été criminelle, ce sadisme moyenâgeux n'en aurait pas moins mérité le dégoût. » Ces malheureuses, parfois coupables de simples liaisons sentimentales, subissent un châtiment honteux. Elles servent ainsi de victimes expiatoires, et leur corps martyrisé et tatoué offre aux résistants de septembre, si longtemps attentistes, l'occasion d'une catharsis collective. Dès la Libération, les arrestations de collaborateurs se multiplient. Parfois, ce sont les comités départementaux de libération qui en prennent l'initiative, mais souvent les interpellations se font à chaud, dans la tourmente de ces heures où l'histoire bascule. Au début de septembre, les commissaires de la République, qui disposent des pouvoirs de police, font procéder à l'arrestation préventive de milliers de personnes suspectées de collaboration et décident de leur internement. L'objectif est de soustraire les suspects à une justice sommaire, brutale, et de montrer la détermination du nouveau pouvoir à punir les traîtres dans la légalité.
quelques mois, 160 000 personnes sont internées, dont la moitié sera jugée. À Paris, par une sorte d'ironie macabre dont l'histoire est friande, 3 000 collaborateurs sont parqués au Veldiv, là même où 2 ans plus tôt, les Juifs avaient été raflés. Tous n'ont pas la chance d'être enfermés, c'est-à-dire protégés. L'épuration sauvage s'accompagne d'exécutions sommaires. À Grenoble, ses collaborateurs, dont 3 femmes, sont fusillés après leur condamnation par une cour de justice hâtivement constituée. Souvent, comme lors de ce lynchage public à Vichy, il n'y a pas de jugement. Dans ces foules forcenées, parmi ceux qui portent les coups les plus véhéments, sont des indécis qui ont basculé trop tard, des grandes gueules qui se révèlent, des opportunistes qui donnent des gages, des truands qui se recyclent, des collabos qui se montrent d'autant plus virulents qu'ils doivent faire oublier leur passé immédiat. L'épuration sauvage fut autant le fait de résistants patentés qui parfois réglaient des comptes politiques que d'ouvriers de la 11e heure qui usurpaient le brassard FFI. « 11 000 Français sont exécutés dans l'été 44, dont plus de la moitié avant le débarquement. Dans les régions comme le Sud-Ouest, la Savoie où la guerre civile a fait rage, les découvertes de charniers, les souvenirs tout frais de la violence milicienne exacerbent le désir de vengeance. Les horribles révélations de septembre sur l'horreur nazie aux collaboratrices permettent de comprendre, si ce n'est d'excuser, la justice sommaire de ces semaines-là. L'époque n'était pas à l'indulgence et à la modération, mais à la passion, voire à la haine collective. Le 29 août, la 4e division américaine qui a pris part à la libération de Paris défile sur les Champs-Élysées. Une démonstration de force impressionnante qui est aussi pour les Américains une manière d'affirmer leur présence et d'apporter leur soutien au nouveau pouvoir et à son chef. Maintenant reconnu par les Alliés, le général de Gaulle, dans les premiers jours de septembre, installe son gouvernement qui se met au travail. Le général tient sa légitimité de la résistance, qui exige un monde nouveau. De la résistance à la révolution, indique le sous-titre de Combat, où brille la plume d'Albert Camus. Et en effet, pour tous les hommes issus du combat clandestin, la résistance devient synonyme d'une révolution nécessaire, qui apportera la justice et l'égalité. Même les discours du général de Gaulle se font l'écho de cette exigence. Le général de Gaulle va parler à la France. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. Que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Dans cette exaltation collective, les communistes sont en pointe. Le premier parti à se reconstituer est le Parti communiste. Dès le 31 août, Jacques Duclos, numéro 1 par intérim, sorti de la clandestinité, dirige un parti en pleine poussée. Il recrute à tour de bras. En un mois, il passe de 60 000 à 200 000 adhérents. Et ce n'est qu'un début. Les journaux communistes, l'Humanité en tête, représentent un gros quart de la presse. Le Parti communiste s'appuie sur des comités locaux, des milices patriotiques, des relais syndicaux.
C'est une force considérable dont les militants sont partout à pied d'œuvre. Dans bien des régions, les comités départementaux de libération, noyautés et aiguillonnés par les communistes, sont en conflit ouvert avec le préfet. Un second pouvoir, issu de la résistance, s'affirme face aux autorités. Le Parti communiste a deux fers au feu. D'un côté, il suit une stratégie légaliste et participe au gouvernement. Mais en même temps, les communistes exploitent tant qu'ils peuvent une situation mouvante et poussent leurs pions. Face aux réticences des anglo-saxons, De Gaulle s'était appuyé sur la résistance. Reconnu par Roosevelt, il peut affronter les communistes. L'objectif du général de Gaulle, son obsession même, est de rétablir les rouages de l'État, de restaurer son autorité et de la faire respecter par tous. D'abord, il décide dès le 28 août la dissolution des FFI, de leur commandement et leur engagement individuel dans l'armée régulière. Peu à peu, l'amalgame se fait. Des dizaines de milliers de jeunes gens, désireux de se battre, troquent leurs brassards et leurs tenues hétéroclites pour l'uniforme. « 30% des FFI entrent dans l'armée. En septembre 1944, le général de Gaulle entreprend un tour de France. Il commence par Lyon, capitale de la résistance. Grâce à son immense prestige, le chef du gouvernement veut asseoir l'autorité des organismes qu'il a nommés face aux organisations issues de la résistance. Il n'y a plus place pour les hiérarchies parallèles. À la préfecture, le chef du gouvernement provisoire donne le ton qui sera celui du voyage. Nous devons nous engager sur des chemins nouveaux. Il faut le faire dans l'ordre, et nous ne manquerons pas à l'ordre. Après Marseille, c'est Toulouse, la ville rouge. Pour les chefs des maquis, Ravenel en tête, qui attendent De Gaulle avec espoir, l'arrivée du général est une douche froide. Glacial, il traite ces hommes qui ont combattu pendant des années comme des garnements. Dans son discours sur la place du Capitole, devant 50 000 Toulousains, De Gaulle n'a pas un mot pour les combattants des maquis. Oui, l'autorité de l'État républicain, de tous ceux qui le représentent, voilà ce que la nation entière veut pour achever de se libérer des difficultés dans lesquelles elle se trouve et de celles qu'elle rencontrera demain. À Ravenel, il répète en tête à tête. Ici, c'est le désordre le plus effroyable. Il faut y remédier. L'ordre, toujours. Le 17 septembre 1944, De Gaulle atterrit à Bordeaux, d'où il s'était envolé le 17 juin 1940. Dans sa hâte pour remettre en marche l'administration et les rouages de l'État, le nouveau pouvoir n'est pas trop regardant. Parmi les personnalités auxquelles De Gaulle serre la main à la préfecture, figure le directeur de cabinet du commissaire de la République, Maurice Papon, qui, quelques semaines plus tôt, servait Vichy sous un uniforme identique. On ne fait rien que dans l'ordre, martèle le général, au balcon de la préfecture. La tournée de la remise au pas se termine à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc, encore et toujours le symbole. La force armée du Parti communiste, ce sont les milices patriotiques, baptisées encore Garde patriotique, qui comptent près de 70 000 membres, gonflés par les RMS, les résistants du mois de septembre. À la fin d'octobre, De Gaulle exige leur dissolution. Le PCF renacle, soutenu par une majorité de la presse et des organisations de la résistance. Va-t-on faire l'affrontement entre deux pouvoirs, entre De Gaulle et les communistes? Le même jour, le 28 octobre, par une coïncidence qui ne peut être fortuite, De Gaulle signe le décret de dissolution des milices patriotiques et celui qui permet à Maurice Thorez, dirigeant du parti qui a déserté en 1940, de rentrer en France. Le marché est clair. De Gaulle paie le prix pour que le PC rentre dans le rang. Après son retour, Maurice Thorez entérine la nouvelle ligne. Au cours d'un meeting monstre le 30 novembre,
il ne parle pas de la dissolution des milices patriotiques. Kindimo consent. De Gaulle a gagné son bras de fer avec les communistes. Le général peut se rendre à Moscou en décembre, négocier avec Staline la place de la France, dans le camp des vainqueurs. À l'automne, l'Est de la France attend toujours sa libération. L'armée allemande livre de durs combats avant de se replier. La 2e DB de Leclerc, dans une ultime charge, entre le 23 novembre dans Strasbourg. Les fusiliers marins pénètrent dans une ville sous le choc et se trouvent nez à nez avec des soldats allemands, stupéfaits, qui ne les attendaient pas si tôt. Le général Leclerc, qui à Koufra, au cœur de l'Afrique, avait juré de libérer Strasbourg, a tenu parole. À la fin de l'année 1944, la quasi-totalité du territoire national est libérée. La France a recouvré sa liberté, mais elle est en ruine. De Boulogne à Brest, ports, chemins de fer, gares, habitations, tout est par terre. Plus de 2000 épaves flottent dans les bassins portuaires. 425 000 immeubles et 3000 ponts ont été détruits. La reconstruction, tâche immense, commence. D'autres séquelles, moins visibles, s'inscrivent dans l'inconscient collectif et ne cesseront de le tarauder comme autant de blessures profondes avant de ressurgir des décennies plus tard, intactes et purulentes. Le traumatisme de la débâcle, la mauvaise conscience de la collaboration, les débordements de l'épuration sauvage, la complicité de Vichy dans la déportation des Juifs creusent les trous noirs d'une mémoire nationale qu'un homme d'exception a voulu transformer en mythe. Pendant l'été 44, les Français sont passés du maréchal au général. Ils passeront bientôt du général au particulier. Le grand souffle fraternel de la libération s'épuisera en vaines querelles partisanes. À l'illusion lyrique succédera bientôt le désenchantement.